Donc nous allons démarrer une discussion. On a la chance d'avoir deux très très grands biologistes et une très grande juriste qui s'intéressent aux questions justement des modifications du vivant, sur lesquelles je pense que cette discussion devrait tourner, puisque c'est rare d'avoir des panels qui vont de la bactérie à l'humain, et avec des juristes qui s'intéressent à toutes les formes de vivant, justement de la bactérie à l'humain. Et donc cette discussion va durer le temps nécessaire, et je vous annonce tout de suite que je vais supprimer la pause café. Donc à moins 20, je demanderai à Alain Fischer de venir charger son ordinateur de sa présentation, de telle sorte que nos deux collègues, Alain Fischer et Clément Sanchez, aient le temps et le plaisir de s'exprimer devant vous tous. Voilà, donc c'est simplement... et que nous ayons le plaisir, nous, de les entendre, évidemment, sans qu'ils soient soumis à une pression du temps excessive. Donc, je pense que Cathy will speak in English, right, Cathy? And you better have your apparatus for the translation if you have them. I mean, I don't know, yes. Because Cathy cannot really, discuss thoroughly in French. Can you? No, you can't. Yeah. So, la première question serait sans doute à poser à nos deux, en fait à Madame Hermite, hein, par rapport à ce qui a été dit, Madame Hermite, sur les techniques de modification, de vaccination des bactéries, par exemple, et de modification du génome humain, même si c'est à titre expérimental. Et pour comprendre la différence entre le développement des humains, le développement des souris, où sont les limites? Alors, je vous demanderai de faire des réponses relativement courtes pour qu'il y ait une vraie discussion qui s'engage et que la salle ait aussi la possibilité d'intervenir. Où verriez-vous les limites à poser en termes de manipulation du génome, autant chez la bactérie, puisque nous savons que nous avons quand même quelques milliards de bactéries dans l'intestin, hein, et donc nous vivons avec des bactéries, nous avons un collectif là. Oui, et un collectif, si on modifie les bactéries, ça modifie le cerveau, donc c'est pas une blague, parce que bon, le cerveau, c'est quand même ceux qui nous préoccupent le plus, surtout passé un certain âge. Donc, Madame Hermite, est-ce que vous auriez des commentaires à faire sur ces expériences de manipulation des génomes? Disons que sur le premier exposé, c'est un peu ce que j'ai dit. Dans ce que j'ai compris, en tout cas, je ne vois pas de manipulation qui porte le moindre effet trop contraignant sur les bactéries impactées. On leur donne une force de résistance à des virus qui les tuent. Et ça, apparemment, en tout cas dans ce que j'ai compris, sans les transformer elles-mêmes. Donc là, je ne vois qu'une forme d'augmentation du bien-être de la bactérie. Je ne vous réponds pas juridiquement là, hein, je vous réponds en animisme juridique, ce qui n'est pas la même chose. Mais ça produit des effets même sur la réglementation. Je ne vois pas qu'il y ait de réglementation spécifique à appliquer à ça. En revanche, sur la manipulation des embryons, alors là, je crois que ce serait beaucoup trop compliqué de vous répondre parce qu'il n'y a pas que la question de la manipulation elle-même, il y a la question du fait de savoir si on est déjà dans un être qui a des droits de type humain, même si ce ne sont pas tous les droits de la personne humaine. Personnellement, je le pense. Pour moi, l'embryon est un sujet de droit limité qui n'a pas droit à la vie, etc., mais un sujet de droit limité. Et dans ce cas-là, je ne pense pas déjà qu'on puisse constituer des embryons uniquement destinés à la recherche. En cause, pour l'instant en tout cas.
mais que Cathy est plus stimulée par cette question, de savoir si l'embryon est une personne potentielle, en fait. Ah. Non, la notion de personne potentielle n'a strictement aucun sens. Oui, elle n'a peut-être aucun sens, mais c'est celle que vous soutenez. Non, j'ai dit qu'il était sujet de droit limité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, how can you answer to that? I mean, the embryo... So you should not... La conclusion, c'est quand même qu'on ne devrait pas faire ça. La conclusion, c'est déjà qu'on ne devrait pas créer des embryons spécialement destinés à la recherche et que, effectivement, je ne vois pas qu'on puisse modifier des lignées germinales concernant toutes les générations futures qui, par hypothèse, n'auront pas donné leur consentement et avec une visibilité totalement inexistante. Yeah. So I would, I guess there are a few questions that this discussion poses. One is, do we have a right to do research on human embryos? I mean, there's no inherent right that we have. Is there a benefit to us as a society for creating embryos? Yes, I would argue, because many millions of families and children have benefited from in vitro fertilization. I presume there may be some people in this room who either directly or indirectly have benefited from that. That benefit requires research on embryos. These embryos are donated by couples who feel very strongly that they do not want, that their right is that they want to donate and give back to further improve infertility treatment for, they acknowledge it won't be for themselves, but that because research on embryos was conducted for their benefit, they want to give something back so that other people in the future may benefit from that. So that's one aspect. Another aspect is that we as a biomedical community, with the support of biomedical research funding that often comes from public funding, at least in the UK, have all agreed collectively as a society that an investment in regenerative medicine far outweighs any cost. So that investment in stem cell includes also the use of human embryos. Again, those embryos are donated by informed consent from couples who feel extremely strongly that they want their embryos to be put to good use so that people in the future may benefit. And so stem cell research goes beyond IVF. Stem cell research benefits potentially, all of us in opening up aspects of being able to develop new treatments and therapies for tissues and organs that are damaged due to disease. It could help us to understand some causes of cancer. It can be used to screen for new pharmaceutical drugs that can be of benefit to us collectively as a society. And I'm happy to discuss at length as to the justification, but I think that it's a very small minority, maybe, of any society who feels that life begins at the time of an egg being fertilized by a sperm. Most people are pragmatic. They say IVF, it creates a couple going through IVF, they create maybe 10 embryos. A few of them are used for their treatment. What do you do with the rest? Pretty much everybody, with very few exceptions, feels that the remaining embryos should be used for some good. And the important thing is that the patients themselves, they feel so strongly that they contact us, even if they don't have the opportunity to donate in their own clinics, they contact us
wishing that that material would be good, used in some positive way because they've gone through a very emotional experience having had issues with pregnancy. And then beyond that, there are other couples who have, children who may have life-debilitating diseases who view this type of research as maybe it wouldn't benefit them directly now, but other children, other families in the future would benefit from research. And I think it's important also to distinguish that this is what I was kind of attempting to say, but apologies because I don't speak French. There's a difference between performing genetic modification in the context of research and then the use of those genetically modified embryos to create children. That is completely different, and they should not be conflated or confused, and confusing that just confuses the public. It confuses the debate, in effect. Now, there may be justification for doing it in a clinical context, but I think it's undoubtedly there's justification for doing it in a research context. So I appreciate and respect people who view that life begins at conception. I respectfully disagree. I think most people disagree. I think I think I'll leave it at that. C'est la parole à M. Horvath pour lui poser une question, mais dans ce cas-là, on devrait travailler sur aucune cellule humaine dans la mesure où nous savons aujourd'hui que nous pouvons faire des IPS à partir d'un fibroblaste. We can make an IPS from a fibroblast, and this would mean that we can work on no cell type of human origin. Okay. Since all cell type can become an embryo at the end, more or less, right? Okay, so this is I'm really glad you asked this question, because does that then in some ways question the ethical use of embryos if we can use other means to understand early embryo development or derived stem cells? And I would say no. As a biomedical and basic developmental people, I think undoubtedly we would agree that it's an important advance. We could not have made that advance without work on embryos and understanding of embryology. At least we know that we differ from mice, which is a good news, right? Yeah. some more than others. Yeah, I knew it, just by looking at a mouse, but some people doubt it. It's 80% of the genome is identical. Yeah, so. Exactly. No, but your question is a good one. So can we use alternative models? I would say maybe in the future, but we still rely on this as a benchmark. Thank you. J'aurais une question pour vous, Monsieur Horvath. Bon, le yaourt, c'est une très bonne chose. Moi, j'en mange un tous les midis, je dois dire. Je suis bien content qu'il y ait encore du yaourt. Et du fromage blanc, et du fromage, même, c'est pas mes meilleurs fromages, ceux-là, mais bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que les bactéries, c'est pas uniquement dans le yaourt. Et que, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question qu'en créant des bactéries qui résisteraient à toutes sortes de phages et autres organismes parasitaires de la bactérie, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, en fait, le monde du bactérien soit modifié par des super bactéries qui s'évaderaient de vos autoclaves et qui iraient envahir nos intestins et autres organes très précieux pour les humains et les autres animaux, bien entendu. Merci de cette question. Donc les vaccinations qui sont réalisées dans le domaine agroalimentaire, par exemple pour les fermentations laitières pour produire du yaourt, en fait ciblent spécifiquement cette espèce et les virus qui infectent cette espèce. Les phages, généralement, sont des virus très spécifiques. Et donc, un phage de Streptococcus thermophilus ne va pas infecter un Lactococcus lactis ou un Lactobacillus ou un Escherichia coli. L'arsenal de spacers contenu dans la cellule bactérienne correspond à la menace actuelle que la bactérie rencontre dans l'environnement. Sachant que les loci CRISPR, comme je vous l'ai montré, peuvent acquérir de nouveaux spacers, de nouvelles résistances contre des virus. Ils peuvent également perdre des résistances. Donc, je vous ai montré que l'acquisition se faisait du côté gauche, c'était polarisé, ce qui entraîne une sorte de gradient temporel
dans l'acquisition et qui fait que les spacers les plus actuels sont à gauche et les plus anciens sont à droite. Et donc ce qu'il arrive naturellement au niveau de ces loci CRISPR, c'est une perte par recombinaison entre séquences répétées, entre les repeats, des spacers les plus anciens. Alors il n'y a pas de pression pour perdre, mais cette perte peut éventuellement être maintenue dans le génome de la bactérie si elle ne cause pas d'inconvénients. C'est-à-dire que si la perte des spacers n'entraîne pas d'apparition de sensibilité à des phages actuelles. Donc on observe une sorte de déplacement des spacers. Le système acquiert à gauche, perd à droite, et au fur et à mesure que le temps passe et que les rencontres phages-bactéries se font, on a une sorte de déplacement des spacers dans le locus. Donc, il y a effectivement une limite de taille. Les bactéries que nous utilisons généralement ont des CRISPR assez réduits. On y trouve entre 2-3 spacers jusqu'à 50-60. Sachant que le maximum que j'ai relevé dans des génomes bactériens est de plus de 800 spacers. 800 spacers d'à peu près 30 paires de bases séparés par des repeats d'à peu près 30 paires de bases. Ça fait à peu près 15 000 paires de bases de séquences répétées, donc ce qui est absolument gigantesque à l'échelle du génome bactérien. Donc il y a une limite qui est un peu fluctuante, mais il y a une limite. Et donc les bactéries ont également le droit de perdre de la mémoire immunitaire. Est-ce que je peux rajouter un épisome qui augmenterait la taille de mon génome jusqu'à être capable de tuer tous les bactériophages que je peux rencontrer? Je pense que c'est une illusion, puisque les phages n'attendent pas que les bactéries acquièrent des spacers pour évoluer. Et l'évolution génétique des virus est généralement plus rapide que celle des bactéries, puisque chez les virus, il n'y a pas la même pression, on va dire, métabolique pour maintenir les fonctions et les séquences de gènes. Après, je passerai à la salle, mais j'aurais une question pour Madame Hermite. Si on admet que dans le collectif, tout le monde est respectable, tout le monde a des droits, du crapaud à la princesse, de quel droit pouvons-nous nous autoriser à travailler aussi sur des autres vivants, en particulier quand on travaille dans la recherche médicale? Avoir des droits ne signifie pas avoir tous les droits, d'une part. Et d'autre part, à chaque fois, il y a des exceptions en faveur de la recherche, en faveur de la médecine, en faveur de ci, en faveur de ça. Donc, le système juridique n'est pas un système totalitaire. Vous n'allez pas donner les mêmes droits aux moustiques qu'à vous. Voilà, c'est tout. Les moustiques ne seront peut-être pas d'accord, mais... Non, ils ne seront pas d'accord. Ça veut dire que les droits s'arrêtent à l'humain quand même. C'est-à-dire qu'on pourra travailler sur tous les animaux. Et encore, il faudra faire une hiérarchie, parce que le singe est un cas, je pense, qui doit être plus particulier que le crapaud. Enfin, je ne sais pas dans quelle hiérarchie on se place là. Mais la limite, vous la mettez entre le chimpanzé et l'humain? Je ne comprends pas de quelle limite vous parlez, parce que l'humain, on expérimente sur les humains, que je sache. Ce que j'ai entendu de ce que disait Cathy, et que j'avais compris que c'était dérangeant, mais je comprends très bien, il peut y avoir des gens de travailler sur des cellules embryonnaires humaines, par exemple, en leur faisant des modifications du type je retire OCT4. Non, mais une chose est l'expérimentation des médicaments, de ci, de ça, etc. Autre chose est de modifier une lignée germinale, ce qu'on fait tout à fait chez les végétaux et les animaux, ce qu'on ne fait pas jusqu'à maintenant sur les humains, et ce qu'à mon avis, on ne devrait pas faire. Mais si vous voulez, ce n'est pas parce que vous donnez des droits à tout le monde que vous donnez les mêmes droits à tout le monde. On prendra cette discussion un petit peu plus tard. Est-ce que nous avons une
dizaine de minutes, à peine, hein, parce que j'aimerais quand même que nos collègues Alain Fischer et Clément Sanchez puissent s'exprimer en toute liberté.